Combien coûte la gentillesse? Pour le milliardaire impitoyable de la tech, Samuel Chevalier, cela ne devait rien coûter. Il croyait que la gentillesse était une monnaie pour les faibles, une aumône qu'il refusait de distribuer. Ainsi, lorsqu'il a omis de laisser un pourboire à une serveuse qui travaillait dur, il a considéré cela comme un simple principe commercial. Mais il n'avait jamais imaginé qui était son père. Il n'avait jamais calculé que cet unique acte de cruauté désinvolte, ce pourboire de 0 €, était sur le point de déclencher une réaction en chaîne qui lui coûterait non seulement des milliards, mais aussi les fondations mêmes de l'empire qu'il avait bâti. Voici l'histoire de comment un simple dîner a détruit un titan. Le Moineau Doré n'était pas un restaurant. C'était une déclaration. Niché dans une rue pavée tranquille du centre de Lyon, c'était un sanctuaire au ton feutré, où la vieille fortune murmurait à la nouvelle, et où les accords qui façonnaient l'horizon de la ville se concluaient autour d'un foie gras poêlé et d'un Bordeaux millésimé. L'air lui-même semblait coûteux, parfumé à l'huile de truffe et à l'ambition silencieuse. Et ce soir, son prédateur alpha était Samuel Chevalier. Samuel n'occupait pas simplement sa banquette d'angle. Il la commandait. À 42 ans, il était un monument à l'efficacité brutale, taillé dans des angles vifs et une ambition froide. Son costume était un Tom Ford sur mesure, d'une nuance de charbon si sombre qu'elle semblait absorber la douce lumière ambiante du restaurant. À son poignet, une Patek Philippe Nautilus, son boîtier en acier inoxydable une démonstration de puissance subtile qui criait plus fort que n'importe quel or. Il n'avait pas hérité de sa fortune. Il l'avait arrachée au monde à main nue, transformant son empire technologique, Apex Innovation, d'une start-up de garage en un mastodonte mondial. Il croyait au mérite, à la force, et à la vérité fondamentale que le monde était divisé en deux groupes, ceux qui prennent et ceux à qui l'on prend. Son compagnon de table, un jeune investisseur en capital risque nommé Léo, vibrait pratiquement d'une énergie nerveuse, riant un peu trop fort aux remarques sèches de Samuel. Il finalisait une acquisition mineure, une simple formalité, mais pour Léo, ce dîner était une audition, une chance de se faire une place dans l'orbite de cet homme dont la gravité semblait courber l'industrie elle-même. La latence du serveur est une plaisanterie, disait Samuel, sans lever les yeux de son téléphone alors qu'il parcourait une analyse de marché. Virez toute l'équipe de développement. Reconstruisez-la à partir de zéro. Je ne paie pas pour la médiocrité. Chaque seconde de retard est une perte de part de marché, chaque ligne de code inefficace est un poids mort que nous traînons. C'est inacceptable. Absolument, Samuel. Une refonte complète. C'est la seule solution viable, approuva Léo, hochant vigoureusement la tête, son propre téléphone posé face contre table, un signe de déférence. Une jeune femme s'approcha de la table, ses mouvements fluides et exercés malgré la subtile lassitude dans ses yeux. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Isabelle, et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous proposer de l'eau pour la table? Nous avons une pétillante italienne ou une plate norvégienne. Samuel ne leva pas les yeux. Il agita une main dédaigneuse. Apportez juste la norvégienne et une bouteille du Pétrus 2005. Ne vous donnez pas la peine de me demander si je veux le goûter. Ouvrez-le et servez. L'arrogance de son ton était si naturelle qu'elle en devenait presque une seconde nature, une extension de son aura. Isabelle Annie Silapa. Elle avait déjà servi des hommes comme lui. Des hommes qui la voyaient non pas comme une personne, mais comme une fonction, une extension de la table, un rouage dans la machine de leur soirée. Bien sûr, monsieur, dit-elle, sa voix égale et plaisante, un masque de professionalism parfaitement adjust. Elle adressa un petit sourire sincère à Léo, qui parut momentanément décontenancé, presque reconnaissant pour cette lueur d'humanité. Je reviens tout de suite avec ça pour vous. Alors qu'elle s'éloignait, sa démarche assurée malgré les kilomètres parcourus sur ce sol en marbre, Samuel rangea enfin son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Vous voyez ça? Murmura-t-il à Léo, une lueur d'acier dans ses yeux gris. Cette amabilité forcée. C'est le problème avec l'industrie des services. Elle est construite sur une base d'insincérité transactionnelle. Il sourit pour un pourboire. C'est une aumône pour faire un travail pour lequel ils sont déjà payés. C'est un système vicié, qui encourage la fausseté au détriment de la compétence pure. Léo, incertain s'il devait être d'accord, se contenta d'offrir un grognement non engageant. Oui. Vicié. Il n'allait certainement pas contredire l'homme qui tenait son avenir professionnel dans la paume de sa main, même si une petite voix dans sa conscience lui rappelait ses propres années de petit boulot, où un sourire sincère était parfois la seule armure contre la rudesse des clients. Isabelle Rossi, en réalité, ne pensait pas encore au pourboire. Elle pensait au manuel de chimie organique qui l'attendait dans son casier, ses pages remplies de formules qui dansaient devant ses yeux tard dans la nuit. Elle était en 3e année à l'université de Lyon, bénéficiant d'une bourse partielle pour devenir infirmière en pédiatrie. Le Moineau Doré,
avec sa clientèle haut de gamme et son potentiel de gros pourboire, était censé être le pont qui comblait le fossé entre sa bourse et les frais de scolarité écrasantes. Chaque euro comptait, chaque pièce était un pas de plus vers son diplôme, vers une vie où elle pourrait enfin se consacrer à soigner les autres. Plus que cela, elle pensait à la dernière facture médicale de sa mère, arrivée ce matin-là. Elle reposait sur sa petite table de cuisine, une enveloppe blanche et austère contenant un chiffre qui lui nouait l'estomac. Sa mère, une institutrice à la retraite vivant dans un petit village d'Auvergne, luttait contre un deuxième cancer. L'assurance maladie couvrait la plupart des frais, mais pas tout. Le tout était ce qui maintenait Isabelle debout pendant des services de 10 heures, souriant à travers la condescendance d'hommes comme Samuel Chevalier. Elle revint avec le vin, présentant la bouteille à Samuel comme le voulait la coutume. Il lui fit signe de continuer, impatient. Elle le déboucha avec expertise, le pop à peine un murmure, et versa une mesure précise dans son verre. Il le fit tourner, le huma, et prit une gorgée, son visage un masque d'évaluation froide, comme s'il jugeait un algorithme complexe. « C'est acceptable, déclara-t-il, comme s'il rendait un verdict sur un produit en phase de test. » Pour l'heure qui suivit, Isabelle fut le modèle du service parfait. Elle anticipait leurs besoins, remplissant les verres d'eau avant qu'ils ne soient vides, débarrassant les assiettes avec une efficacité silencieuse. Elle décrivit les suggestions du jour, un filet de flétan poêlé avec un risotto au safran, une entrecôte maturée à sec d'une ferme locale, avec une appréciation sincère pour l'art du chef. Samuel commanda l'entrecôte, saignante. Léo, végétarien, commanda le risotto. Samuel ricana. On ne peut pas disrupter le monde avec un régime de riz et de fleurs, Léo. C'est le carburant qui fait la machine. Léo se contenta de sourire faiblement, se sentant soudainement jugé non seulement sur ses choix professionnels mais aussi sur ses convictions personnelles. Tout au long du repas, Samuel fut délibérément difficile, testant les limites de son environnement comme il testait celles de ses employés. Il renvoya son premier steak, affirmant qu'il était à point, pas saignant, bien qu'à l'œil exercé d'Isabelle, il fut d'un rouge rubis parfait. Il se plaignit que la musique de fond, un trio de jazz classique discret, était distrayante. Il interrogea Isabelle sur l'origine exacte des asperges, non par curiosité, mais comme un test de ses connaissances, une façon d'affirmer sa domination. Chaque question était une micro-agression, une tentative de la déstabiliser. Isabelle répondit à chaque demande avec grâce et précision. Les asperges viennent des Landes, monsieur. La région est réputée pour son sol sablonneux qui leur donne une saveur unique. Le chef a une relation directe avec le producteur. Elle aurait pu lui parler du cycle de croissance, de la récolte à la main avant l'aube, mais elle savait qu'il ne s'intéressait pas à la réponse, seulement à sa capacité à la fournir. Il grogna simplement, peu impressionné. Il ne voyait pas sa compétence comme un signe de talent, mais comme le strict minimum. Il payait un prix élevé pour cette expérience. L'excellence était attendue, pas récompensée. En débarrassant leurs assiettes de plat principal, elle sentit une douleur familière dans la voûte de ses pieds. Il approchait de 22 heures et elle avait un partiel à réviser. Mais la table de 6 de l'autre côté de la salle lui avait laissé 200 €, un geste généreux d'une famille célébrant un anniversaire. Cela lui avait remonté le moral. Si cette table, avec sa bouteille de vin à 1000 €, laissait ne serait-ce que les 20% habituels, elle pourrait payer l'intégralité de la facture de sa mère ce soir et avoir encore assez pour les courses de la semaine prochaine. Une vague de soulagement l'envahit à cette pensée. Y aura-t-il autre chose pour vous ce soir? Un dessert ou peut-être un café? Demanda-t-elle, son sourire toujours en place, un exploit d'endurance professionnelle. Samuel fit signe pour l'addition. Just l'an. Nous avons terminé ici. Tandis qu'Isabelle s'éloignait pour imprimer la facture, un nœud d'espoir et d'anxiété se serra dans son estomac. C'était le moment de vérité. C'était le moment qui déciderait si sa soirée était une victoire ou juste un autre long et épuisant service. La note arriva dans un petit portefeuille en cuir noir. Le total était de 1845,50 €. Le Pétrus à lui seul représentait la majeure partie de la somme. Léo jeta un œil à la facture puis à Samuel, les yeux écarquillés. Samuel ne s'y a même pas. Il sortit une élégante carte de crédit en titane noir, une carte sur invitation seulement qui n'avait pas de limite de dépenses, et la plaça dans le portefeuille. Isabelle revint à la table. « Merci, monsieur. Je reviens tout de suite. » Son cœur battait un peu plus vite. Un pourboire standard sur ce montant serait de plus de 350 €. Même un pourboire médiocre changerait le cours de sa semaine. C'était le genre de table dont les serveurs rêvaient, le genre qui pouvait effacer des jours de fatigue et de stress en un seul geste. Elle passa la carte et revint avec le portefeuille, le plaçant discrètement sur la table entre les deux hommes. « Merci encore d'avoir dîné avec nous », dit-elle chaleureusement.
Passez une excellente soirée. Elle se tourna et s'éloigna, s'affairant à un poste de service voisin, organisant des couverts pour leur donner de l'intimité. Elle ne voulait pas avoir l'air de rôder avec impatience, attendant sa récompense, mais chaque nerf de son corps était à l'écoute de cette banquette d'angle. À l'intérieur de la banquette, Samuel prit le stylo. Il regarda la ligne du pourboire. Il vit les calculs de gratification suggérés imprimés en bas. 18%, 332.19 euros. 20%, 369.10 euros. 25%, 461.38 euros. Il eut un sourire narquois. Un quart de sa facture pour une fille qui porte des assiettes d'un point A à un point B. Absurde. C'était un impôt sur le succès, une charité exigée au point de vente. Il croyait que le pourboire était un cancer pour l'efficacité. Il incitait au charme factice plutôt qu'à la compétence authentique. C'était une béquille pour que les entreprises soupaient leur personnel, un système qui perpétuait la faiblesse. Il n'allait pas seulement laisser un mauvais pourboire. Il allait faire une déclaration. Il traça une ligne nette et définitive à travers la section du pourboire et écrivit un grand zéro emphatique. Léo le regarda faire, la mâchoire serrée. Il ressentit une pointe de gêne par procuration. Il avait été commis débarrasseur pendant ses études. Il savait ce que cela signifiait, la blessure silencieuse d'un tel geste. Mais il était là pour impressionner Samuel Chevalier, pas pour jouer les moralisateurs. I'll rest silence here. Mais Samuel n'avait pas terminé. Il retourna la copie du commerçant du reçu. Sur le dos vierge, il décapuchonna son coûteux stylo-plume et écrivit d'une écriture nette et précise, un conseil. Cessez d'attendre l'aumône. Le paiement est pour le travail pour lequel vous êtes engagé. Un pourboire est un bonus pour un service exceptionnel, ce qui est un mythe. La seule façon de réussir dans ce monde est en fournissant une valeur indéniable, pas en souriant pour la charité. Faites mieux. Il replaça le reçu dans le portefeuille, la note tournée vers le haut, et se leva. Allons Leo. J'ai une conférence téléphonique à 7 heures avec Tokyo. Il sortit du restaurant d'un pas rapide sans un regard en arrière, un roi quittant sa cour, Léo le suivant comme un page nerveux. Isabelle attendit une minute respectable avant de s'approcher de la table. Le commis, un lycéen nommé Sam, était déjà là, prêt à débarrasser les verres d'eau. Je m'en occupe, Sam, dit-elle doucement, son estomac se nouant. Elle ramassa le portefeuille en cuir. Il semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Elle l'ouvrit. La première chose qu'elle vit fut le zéro audacieux sur la ligne du pourboire. Son souffle se coupa dans sa gorge. Un instant, elle pensa que ce devait être une erreur. Avait-il oublié? Peut-être payait-il le pourboire en espèces? Elle regarda rapidement autour de la banquette, sous la table, sur le siège rembourré. Rien, juste des miettes et une serviette froissée. Puis elle vit la note. Ses yeux parcoururent les mots, chacun une petite pique précise et délibérée. Aumône. Charite. Faites mieux. Le sang quitta son visage. Ce n'était pas un oubli. C'était un acte de cruauté délibéré et calculé. C'était un jugement sur son caractère, sur son éthique de travail, sur sa valeur même. La chaleur du restaurant lui parut soudain froide et suffocante. Le doux bourdonnement des conversations se transforma en un rugissement sourd dans ses oreilles. Elle sentit une brûlure chaude derrière ses yeux, mais elle refusa de plairer. Pas ici, pas au milieu de la salle. Elle pouvait sentir les regards de ses collègues, le coup d'œil apitoyé du barman. Sam regarda le reçu dans sa main, puis son visage, sa propre expression un mélange de colère et de sympathie. « Quelqu'un » murmura-t-il. Isabelle secoua simplement la tête, pliant le reçu et le glissant dans la poche de son tablier. Le papier semblait être un bloc de glace contre sa peau. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question d'humiliation. Il ne l'avait pas seulement privée d'un pourboire. Il lui avait fait la morale, l'avait qualifiée de mendiante depuis son perchoir élevé de richesse et de pouvoir. Son directeur, Monsieur Dubois, un homme dont la personnalité était aussi amidonnée que sa chemise, s'approcha d'elle. « Un problème, Rossi ?» demanda-t-il, ses yeux se dirigeant vers la banquette vide. « Non, monsieur. Aucun problème, dit-elle, sa voix un étrange murmure. « Bien. La table 12 attendell edition. » Il s'éloigna, inconscient, ou plus probablement, indifférent. Les 350 € sur lesquels elle comptait s'étaient évanouis, laissant un trou béant dans ses plans. Le soulagement qu'elle avait ressenti plus tôt fut remplacé par une appréhension familière et lourde. La facture médicale sur sa table de cuisine semblait planer plus grande, ses chiffres plus audacieux. Le poids de sa double vie, étudiante à plein temps et soignante à plein temps par procuration, s'abattit sur ses épaules. Elle prit une profonde inspiration, redressa son dos, et força son visage à adopter un masque de professionnalisme.
Elle avait encore 3 tables à fermer. Pleurer ne paierait pas les factures. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la table 12, les mots du milliardaire résonnaient dans son esprit. Faites mieux. Elle faisait de son mieux. Elle se tuait à la tâche pour y arriver. Et pour lui, cela ne valait rien. Absolument rien. Samuel Chevalier dormait comme il faisait tout le reste, efficacement et sans mouvement gaspillé. Il était au lit à 23 heures et debout à 4h30, son esprit déjà en train de mouliner des données de marché et des stratégies d'entreprise avant même que le soleil n'envisage de se lever. Le dîner au moineau doré était une note de bas de page oubliée, une transaction mineure dans une vie remplie d'événements monumentaux. La note qu'il avait laissée était, dans son esprit, un petit acte de service public, une leçon d'autonomie pour un monde devenu trop mou. Sa matinée fut un tourbillon de productivité calculée. Une séance d'entraînement de haute intensité de 30 minutes dans sa salle de sport à domicile ultramoderne, un smoothie optimisé en protéines préparé par son chef personnel, puis la conférence téléphonique de 7 heures avec son équipe de Tokyo. À 9 heures, il était dans son bureau au 50e étage de la tour Apex, un monolithe de verre et d'acier qui dominait l'horizon lyonnais. Sa vue était panoramique, une perspective divine sur la ville. Il pouvait voir Fourvière, la Pardieu, le cours sinueux du Rhône. Il ne pouvait pas voir le petit appartement sans ascenseur du quartier de la Croix-Rousse où Isabelle Rossi se réveillait après 3 heures d'un sommeil agité. Isabelle était finalement rentrée vers 1 heure du matin, le corps endolori et l'esprit engourdi. Elle s'était assise à sa table de cuisine, fixant la facture de sa mère et la note cruelle de Samuel Chevalier, qu'elle avait lissée à côté. Les mots semblaient se moquer de la facture, les 2 documents représentant les pôles jumeaux de son existence, un besoin écrasant et une indifférence écrasante. Elle avait fini par ouvrir son livre de chimie, mais les mots se brouillaient en symboles dénués de sens. Le sommeil avait été une évasion temporaire, mais l'anxiété était toujours là à son réveil, un goût amer dans la bouche. De retour dans son bureau, Samuel se préparait pour la réunion la plus importante de sa carrière. Depuis 6 mois, il poursuivait agressivement un partenariat stratégique avec Horizon Capital Group, une société d'investissement légendaire et notoirement privée. Horizon n'était pas seulement une autre source de capital. Ils étaient des faiseurs de rois. Un investissement de leur part ne signifiait pas seulement de l'argent. Cela signifiait un saut de légitimité qui n'avait pas de prix. L'homme à la tête d'Horizon était un fantôme, un murmure dans le monde financier, Richard Chen. Chen était l'antithèse du milliardaire moderne. Il ne donnait aucune interview, n'avait presque aucune présence en ligne, et sa photo n'avait pas été vue publiquement depuis plus d'1 décennie. Il était de la vieille école, un homme qui fonctionnait aux poignées de main, à l'instinct et à un code d'intégrité personnelle féroce et inflexible. Il était connu pour abandonner des accords à 9 chiffres s'il décelait une faille de caractère chez un partenaire potentiel. Samuel voulait qu'Horizon dirige le financement de son projet le plus ambitieux à ce jour, le projet Dédale, une initiative mondiale d'Internet par satellite qui ferait d'Apex Innovation le maître incontesté de la connectivité mondiale. Obtenir le soutien de Chen consoliderait l'héritage de Samuel. C'était le dernier joyau de sa couronne. Après des mois d'efforts acharnés, son assistante, Chloé, avait finalement obtenu une réunion en face à face. Il a confirmé pour le déjeuner de demain, dit Chloé, debout devant son immense bureau en acajou. 13 heures. Son bureau a envoyé le lieu ce matin. Bien, dit Samuel, se penchant en arrière dans son fauteuil. Wes. Le Foch, le président. Chloé hésita, baissant les yeux sur sa tablette. En fait, c'est au moineau doré. Samuel Franca Las Sourcels. De tous les endroits de Lyon, il fallait que ce soit celui-là. Très bien, lança-t-il, une lueur d'agacement traversant son visage. Réservez la même banquette que j'avais hier soir. Celle du coin. Elle est calme. Il ne fit aucun lien entre la serveuse et le lieu. Pour lui, elle avait été une non-entité, un fantôme en uniforme. J'ai essayé, monsieur Chevalier, dit Chloé en s'excusant. L'assistant de monsieur Chen a été très spécifique. Il a une table préférée. La table 7. C'est près de la fenêtre. La table 7. Samuel répéta le nom, qui ne signifiait rien pour lui. Peu importe. Assurez-vous simplement que tout soit parfait. Prévenez le restaurant. Dites-leur qui je rencontre. Je veux leur meilleure équipe en service. Aucune erreur. Bien sûr, monsieur Chevalier. Pendant ce temps, Isabelle avalait une tartine avant son cours de 10 heures. Son téléphone vibra. C'était un SMS de son père. Papa, salad ma chérie. Grande journée demain. Je suis enfin à Lyon. Que dirais-tu que je t'invite à déjeuner? Ma réunion devrait se terminer vers 14h30. Choisis un endroit que tu aimes. C'est moi qui invite. Isabelle sourit pour la première fois de la matinée. Son père, Richard,
était consultant itinérant pour un cabinet d'ingénierie spécialisé, ou du moins c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Il était constamment sur la route, une présence aimante mais souvent distante dans sa vie. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune. Elle avait le physique italien et le nom de famille de sa mère, mais la détermination tranquille de son père. Elle savait qu'il travaillait dur, mais il était toujours vague sur les détails. Elle savait juste qu'il gagnait confortablement sa vie. Easy, papa, c'est génial. J'adorerais, mais je dois travailler demain midi. Au Moineau Doré. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici? Tu pourras être ma dernière table de la journée. C'est chic, mais avec ma réduction, ce sera presque raisonnable. Je t'aime. Elle envoya le message et se dépêcha de sortir, le poids sur ses épaules se sentant un peu plus léger. Voir son père était toujours un rayon de soleil. Le lendemain, Samuel Chevalier arriva au Moineau Doré à 12h45, 15 minutes en avance. Il portait un autre costume impeccable, celui-ci d'un bleu marine vif. Il sentit la montée de pouvoir familière en entrant, le maître d'hôtel se prosternant presque devant lui. « Monsieur Chevalier, un plaisir de vous revoir parmi nous. La table de Monsieur Chen est prête pour vous. » Alors qu'on le conduisait à la table 7, il balaya la salle du regard. Ses yeux passèrent brièvement sur les serveurs qui se déplaçaient entre les tables. Il vit un éclair de cheveux sombres familiers et une silhouette élancée. C'était la serveuse de l'autre soir. Isabelle. Il ressentit une brève et irritante piqûre de reconnaissance. Encore elle. Il espérait qu'elle ne serait pas leur serveuse. Son amabilité forcée et insistante était exactement le genre de chose qu'il trouvait agaçante. Il la chassa de ses pensées en s'asseyant, sortant sa tablette pour revoir ses points de discussion une dernière fois. Il était prêt. C'était sa scène. À ce moment précis, Isabelle était dans la cuisine en train de dire à son directeur, Monsieur Dubois, qu'elle devait prendre sa pause à 14h30. « Mon père vient pour un déjeuner tardif, expliqua-t-elle. Je veux pouvoir m'asseoir avec lui. » « Très bien, Rossi, soupira Dubois, mais assurez-vous que votre section soit couverte. Le coup de feu de midi est brutal aujourd'hui. J'ai besoin que vous soyez concentrés. Je le serai, promit elle. Elle était excitée. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas vu son père. Elle se demandait ce qu'il penserait de l'endroit où elle travaillait, ce monde de richesse décontractée et inimaginable. Elle espérait qu'il ne serait pas intimidé. À 13h précises, la porte d'entrée du restaurant s'ouvrit. Un homme plus âgé entra. Il était de taille moyenne, avec des cheveux poivre et sel et un air calme et digne. Il portait un costume gris simple et bien coupé, mais sans cravate. Son visage était bienveillant, avec des yeux intelligents qui semblaient tout absorber d'un seul coup. Il dégageait une aura non pas d'agressivité ou de pouvoir comme Samuel, mais d'une quiétude profonde et inébranlable. Le maître d'hôtel se précipita pour l'accueillir. « Chen, bienvenue. Monsieur Chevalier est déjà installé. » Alors qu'on le conduisait vers la table 7, ses yeux parcoururent la salle à manger. Il ne cherchait pas son partenaire d'affaires. Il cherchait quelqu'un d'autre. Puis il la vit, debout près d'un poste de service, en train de remplir une salière. Un large sourire chaleureux se dessina sur son visage, et d'une voix assez forte pour traverser le restaurant feutré, une voix remplie d'une affection pure et non diluée, il appela « Easy, ma chérie ». Samuel Chevalier leva les yeux de sa tablette, sa concentration brisée par la familiarité inattendue dans la voix de l'homme. Il regarda le légendaire Richard Chen, l'homme qu'il avait passé des mois à essayer de rencontrer, s'éloigner du maître d'hôtel et marcher directement vers la serveuse, sa serveuse, celle qu'il avait si froidement congédiée moins de 48 heures auparavant. La tête d'Isabelle se redressa d'un coup. « Papa » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de surprise. Elle l'attendait à 14h30. Une vague de confusion suivie d'une joie pure l'envahit. Elle se précipita et le rejoignit à mi-chemin. Richard Chen enlaça sa fille dans une étreinte chaude et serrée, lui embrassant le sommet de la tête. « Je ne pouvais pas attendre, dit-il, sa voix grondant d'affection. Ma réunion du matin s'est terminée plus tôt. J'ai pensé te faire la surprise. C'est la meilleure des surprises, rayonna-t-elle, s'accrochant à lui. Un instant, elle oublia où elle était. Elle n'était pas Isabelle la serveuse. Elle était juste Izzy, la fille de son père. Depuis la table 7, Samuel observait cette scène se dérouler avec un sentiment croissant d'incrédulité qui se transformait rapidement en une terreur glaciale. C'était comme regarder deux programmes informatiques distincts et incompatibles essayer de fonctionner en même temps, provoquant le crash de tout le système. Richard Chen, le titan de l'industrie, enlaçant une serveuse, l'appelant Izzy, ma chérie. Son esprit, une machine conçue pour le calcul rapide et la reconnaissance de forme, commença à tourner furieusement. Chen, Izzy, le Moineau Doré. Les pièces du puzzle flottaient devant lui, mais elles formaient une image si impossible,
si cataclysmiques que son cerveau refusait de les assembler. Richard relâcha sa fille, la tenant à bout de bras. Tu as l'air fatiguée, ma belle. Ils te font trop travailler ici? Je vais bien, papa. Juste occupée, dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux fatigués. Son regard passa par-dessus l'épaule de son père et se posa sur la table 7. Elvet Samuel Chevalier assis là, less observant. Son visage était un masque pâle et figé. San Surar Vasila. La joie de l'arrivée de son père fut instantanément ternie par une secousse d'anxiété. De toutes les tables de ce restaurant, pourquoi fallait-il que la réunion de son père soit avec lui? Richard suivit son regard et vit Samuel. Ah, voici mon rendez-vous pour le déjeuner. Easy, je te présente Monsieur Chevalier. Nous discutons d'un partenariat potentiel. Il fit un geste vers la table. Monsieur Chevalier, j'aimerais que vous rencontriez ma fille, Isabelle. Samuel sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'air dans ses poumons se changea en pierre. Fille. Le mot résonna dans le silence soudain et rugissant de son esprit. La fille de Richard Chin. Isabelle Rossi ou Isabelle Chin. Peu importait. La connexion était faite. Le circuit était complet. Et une vague de panique pure et sans mélange, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis que son entreprise était au bord de la faillite une décennie plus tôt, le traversa. Il se força à se mettre debout, ses mouvements raides et robotiques. Monsieur Chen, réussit-il à dire, sa voix semblant étrangère et tendue à ses propres oreilles. Il tendit une main que Richard serra fermement. Un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Il tourna ensuite son attention vers Isabelle. Il la regarda vraiment pour la première fois. Il ne vit pas un uniforme, mais une jeune femme avec les yeux intelligents de son père. Il vit la lueur d'appréhension, le professionnalisme forcé qu'elle luttait pour maintenir. Et il se vit à travers ses yeux, un homme cruel et arrogant qu'il avait humilié pour le plaisir. Isabelle, dit-il, son nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. Nous nous sommes déjà rencontrés. Les sourcils de Richard se haussèrent légèrement. C'était un homme qui remarquait tout, la tension dans la posture de Samuel, la pâleur soudaine de sa peau, la façon dont sa fille refusait de croiser le regard de l'homme. « Oh, vous êtes déjà venu ?» demanda Richard avec désinvolture, mais ses yeux étaient vifs, analytiques. « Oui, l'autre soir, » dit Samuel rapidement. « Isabelle était ma serveuse. Elle a été excellente. » Le mot sonnait comme un mensonge, une tentative désespérée et maladroite de colmater une brèche dans un navire en train de couler. Isabelle le regarda enfin, son expression indéchiffrable. Elle fit un léger, presque imperceptible signe de tête négatif. Elle ne voulait pas de scène. Elle ne voulait pas compromettre l'importante réunion de son père. « Mon père est votre rendez-vous, monsieur Chevalier. Je devrais vous laisser commencer, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. Je vais envoyer un autre serveur pour votre table. Il ne serait pas approprié que je m'occupe de vous. » Absurdité, dit Richard, agitant une main et se glissant dans la banquette. Tu es la meilleure serveuse de la maison, j'en suis sûr. Asseyez-vous, monsieur Chevalier. Easy, si tu voulais bien prendre notre commande, j'apprécierais. Ensuite, tu pourras nous rejoindre quand ton service sera terminé. C'était un ordre déguisé en demande. Pour Isabelle, c'était un cauchemar. Pour Samuel, c'était le début d'une exécution lente et tortueuse. Il s'assit, ses membres lourds et inertes. Il était piégé. La banquette d'angle qui lui avait semblé être un siège de pouvoir 2 soirs auparavant ressemblait maintenant au box des accusés. Isabelle sortit son carnet, son professionnalisme un bouclier contre le chaos tourbillonnant en elle. « Bien sûr, papa. M. Chevalier. Qu'est-ce que je peux vous servir pour commencer ?» Sa voix était stable, mais Samuel pouvait entendre le léger tremblement sous la surface. Il était un prédateur qui avait acculé sa proie, pour découvrir qu'elle était la progéniture bien-aimée du véritable roi de la jungle, et le roi l'observait de très, très près. Le déjeuner commença avec une tension si épaisse qu'elle semblait être une autre présence à table. Samuel, normalement un maître du contrôle et du commandement, se trouva complètement à la dérive. Chaque instinct lui hurlait de s'excuser, d'expliquer, de faire quelque chose. Mais que pouvait-il dire? « Je suis désolé, je suis philosophiquement opposé au pourboire, ce qui m'a conduit à humilier votre fille, dont j'ignorais totalement qu'elle était votre fille. » La pensée elle-même était absurde. Richard Chen, pendant ce temps, était un modèle de calme. Il dirigeait la conversation avec une grâce sans effort, demandant d'abord à Isabelle des nouvelles de ses cours. « Comment se passe ce cours de chimie organique, ma chérie? Il te donne toujours du fil à retordre ?» demanda-t-il, son ton chaleureux et impliqué. « C'est difficile, mais je crois que je commence à maîtriser, » répondit prudemment Isabelle en posant leur verre d'eau sur la table. « Le professeur est brillant, juste très exigeant. Ce sont les meilleurs,
dit Richard avec un sourire avant de tourner son regard vers Samuel. La chaleur dans ses yeux se refroidit instantanément pour atteindre une température neutre et évaluatrice. Isabelle étudie pour devenir infirmière en pédiatrie. Elle a un esprit brillant pour la science et un cœur encore meilleur pour les gens, une combinaison rare. C'est admirable, réussit à articuler Samuel. Les mots semblaient creux. Une infirmière, quelqu'un qui dédie sa vie à prendre soin des autres, et il l'avait traitée de mendiante. Le gouffre entre sa perception et sa réalité était stupéfiant. Isabelle prit leur commande. Richard choisit le flétan poêlé. Samuel, son appétit ayant complètement disparu, commanda la même chose. Alors, le projet Dédale, dit Richard, se penchant légèrement en avant alors qu'Isabelle s'éloignait. Votre proposition était ambitieuse, agressive, peut-être même audacieuse. J'aime ça. Mais j'ai découvert que le succès de toute entreprise, aussi brillante que soit l'idée, dépend du caractère de la personne qui la dirige. Dites-moi, monsieur Chevalier, quels sont vos principes fondamentaux en affaires? C'était une question facile, une partie standard de toute réunion à enjeux élevés. Samuel avait une réponse polie et répétée pour cela, un discours sur l'innovation incessante, la valeur pour les actionnaires et la disruption du marché. Il ouvrit la bouche pour le prononcer. Mais les mots ne venaient pas. Tout ce à quoi il pouvait penser était le message sur le reçu, celui qu'il avait laissé, maintenant niché dans le tablier d'Isabelle. Comment pouvait-il parler de caractère alors que le sien avait été si monstrueusement exposé? Je crois en l'efficacité, commença-t-il, sa voix vacillant, en l'élimination du gaspillage. Je crois que le mérite devrait être le seul déterminant du succès. Nous construisons des systèmes où les meilleures idées et les travailleurs les plus acharnés s'élèvent au sommet. Richard hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Samuel. Une philosophie intéressante, une méritocratie d'entreprise. Mais les systèmes sont dirigés par des gens, et les gens peuvent être imprévisibles. Comment gérez-vous l'élément humain, les membres de l'équipe qui ne sont pas vos meilleurs éléments, le personnel de soutien qui rend possible le travail de vos employés les plus acharnés? C'était un coup direct, une balle de sniper. Samuel pouvait sentir la sueur perler sur son front. Chacun a un rôle à jouer. Ils sont rémunérés équitablement pour ce rôle. Rémunérés équitablement, répéta Richard, laissant les mots flotter dans l'air. Un salaire juste pour une journée de travail juste. C'est une équation propre. Mais les affaires, comme la vie, sont rarement aussi propres, n'est-ce pas? Il y a des impondérables. La bonne volonté, le moral, le respect. Comment quantifiez-vous le respect dans un bilan, monsieur Chevalier? Avant que Samuel ne puisse formuler une réponse, Isabelle revint avec une corbeille de pain frais et de l'huile d'olive. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, sa présence une accusation constante et muette. Richard lui sourit. « Merci, ma chérie. Tout a l'air merveilleux. » Il se tourna de nouveau vers Samuel. « Vous étiez ici il y a 2 soirs, avez-vous dit ?» Le cœur de Samuel battait la chamade contre ses côtes. « Oui, un dîner d'affaires. »« Comment s'est passée votre expérience ?» demanda Richard, son ton faussement léger. « Le service en particulier. A-t-il répondu à vos exigences ?» Ça y était. L'interrogatoire avait commencé sérieusement. Samuel se sentait pris entre 2 choix impossibles, mentir et risquer d'être démasqué, ou dire la vérité et confirmer qu'il était un monstre. Le service était efficace, dit-il, se raccrochant à son mot précédent. Efficace? Songea Richard, prenant un morceau de pain. Il regarda Isabelle, qui se tenait maintenant à quelques mètres de là, vérifiant ostensiblement une autre table, mais clairement à portée de voix. Izzy est une grande travailleuse. Elle l'a toujours été. Quand elle était petite, elle avait un stand de limonade. Elle passait des heures à presser des citrons à la main parce qu'elle disait que c'était meilleur. Elle demandait 50 centimes le verre. Un jour, notre voisin, le vieux monsieur Bernard, lui a donné un billet de 5 € et lui a dit de garder la monnaie. Vous savez ce qu'elle a fait? Samuel secoua la tête, redoutant la réponse. Elle a essayé de le lui rendre, dit Richard avec un petit rire. Elle a dit, ce n'est pas juste, je n'ai pas gagné autant. J'ai dû lui expliquer que monsieur Bernard ne payait pas seulement pour la limonade. Il payait pour le sourire qu'elle lui offrait, pour le soin qu'elle y mettait. Il investissait en elle. Ce n'était pas de la charité. C'était une reconnaissance de la valeur au-delà de la transaction. L'histoire était une parabole, et Samuel en était le public visé. Chaque mot était une fléchette soigneusement dirigée, perforant sa philosophie arrogante. La nourriture arriva, mais Samuel n'aurait pas pu la goûter même si elle avait été en or massif. Il la déplaçait dans son assiette avec sa fourchette, son estomac un nœud serré et rempli d'acide. Richard mangea son poisson avec délectation, mais ses questions ne s'arrêtèrent jamais. Elles étaient subtiles, tissant des liens entre les affaires et la philosophie personnelle.
Il posa des questions sur le taux de rotation du personnel chez Apex, sur leur culture d'entreprise, sur la façon dont Samuel traitait ses employés les moins bien payés. Chaque question semblait être un tour de vis. Finalement, alors qu'Isabelle venait débarrasser leurs assiettes, Richard tendit son piège. « Tu sais, Izzy, dit-il en regardant sa fille avec des yeux inquiets. Tu as l'air un peu déprimé aujourd'hui. C'était un service difficile l'autre soir? Des clients pénibles? » Isabelle se figea pendant une fraction de seconde. Elle jeta un coup d'œil à Samuel, dont le visage était devenu livide. Elle savait exactement ce que son père faisait. Il lui donnait le pouvoir. Sa réponse à cette question déterminerait le sort de Samuel Chevalier. Elle pouvait le détruire ici même avec une seule phrase honnête. Elle regarda son père, puis l'homme terrifié dans la banquette. Et à ce moment-là, elle prit une décision. Elle ne serait pas comme lui. Elle n'utiliserait pas son pouvoir pour humilier quelqu'un, peu importe à quel point il le méritait. Chaque service a ses hauts et ses bas. « Papa, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ça fait juste partie du travail. Rien que je ne puisse gérer. » Elle offrit un petit sourire professionnel. « Désirez-vous un café ou un dessert? » Samuel la fixa absurdi. Elle lui avait donné une porte de sortie. Elle lui avait montré une grâce qu'il n'avait pas méritée et qu'il ne méritait certainement pas. Le sursis, cependant, fut temporaire, car si Isabelle avait choisi la miséricorde, Richard Chen n'avait pas encore pris sa décision, et il avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Richard Chen commanda un expresso. Samuel refusa, ne désirant rien de plus que la fin de cette épreuve insoutenable. Tandis qu'Isabelle s'éloignait pour passer la commande, un lourd silence s'abattit sur la table. Ce n'était plus le silence de l'attention, mais le silence d'un verdict sur le point d'être rendu. Richard prit une lente gorgée d'eau, posa son verre avec une précision délibérée et croisa les mains sur la table. Il regarda directement Samuel, et le comportement affable et paternel avait disparu. À sa place se trouvait le regard froid et analytique d'un homme qui commandait des milliards et bâtissait des empires sur la force de son jugement. « Vous êtes un homme brillant, monsieur Chevalier, » commença Richard, sa voix basse et égale. « Votre vision pour le projet Dédale est transformatrice. Vos chiffres sont solides. Votre stratégie est agressive. Sur le papier, vous êtes un partenaire idéal. » Samuel sentit une lueur d'espoir, une croyance désespérée et irrationnelle qu'il pourrait encore sauver la situation. « Mais je n'investis pas dans le papier, » continua Richard, sa voix baissant encore plus, forçant Samuel à se pencher. « J'investis dans les gens. J'ai bâti toute ma carrière sur un seul principe. Le caractère est le seul atout qui ne peut être ni mis à profit, ni liquidé, ni racheté. C'est le fondement de tout. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Au cours de la dernière heure, je vous ai entendu parler de mérite et d'efficacité. Mais ce sont des mots stériles, vides, sans une base de décence humaine élémentaire. Vous parlez de créer des systèmes, mais vous semblez oublier que ces systèmes sont peuplés d'êtres humains avec leur propre lutte et espoir. » Isabelle revint avec l'expresso et le plaça devant son père. Elle s'attarda un instant, sentant la gravité de la conversation. Richard regarda de Samuel à sa fille et de nouveau à Samuel. « Ma fille finance ses études exigeantes d'infirmière tout en travaillant presque à plein temps dans un métier physiquement et émotionnellement épuisant. Elle le fait pour payer ses frais de scolarité et pour aider avec les factures médicales de sa mère. Elle vient ici et sert les gens avec une grâce et un professionnalisme dont vous, dans votre salle de conseil, pourriez vous inspirer. Elle est la définition même d'une travailleuse acharnée fournissant une valeur indéniable. » Il avait cité la note. Samuel tressaillit comme s'il avait été frappé physiquement. Le sang rugit dans ses oreilles. Il savait. Bien sûr qu'il savait. « Elle ne m'a pas raconté ce qui s'est passé il y a 2 soirs, » dit Richard, sa voix maintenant teintée d'une fureur froide plus terrifiante que n'importe quel cri. « Elle est trop bonne pour ça. Mais je l'ai vue au moment où je vous ai présenté. Je l'ai vue dans votre panique. Et je l'ai vue dans sa douleur. J'ai vu le fantôme de votre cruauté hanter cette table. » Il se pencha en arrière, son expression d'une profonde déception. « Vous voyez, monsieur Chevalier, le pourboire n'a jamais été une question d'argent. Je pourrais donner l'argent à ma fille. C'est facile. C'est une question de respect. C'est une petite reconnaissance simple que vous voyez la personne en face de vous, que vous reconnaissez son effort. C'est un microcosme de la façon dont vous voyez le monde. Voyez-vous les gens comme des partenaires dans une expérience humaine partagée ou comme des outils à utiliser et à jeter? » Samuel ne pouvait rien dire. Sa gorge était nouée, son esprit une page blanche d'horreur. Chaque défense, chaque justification avait été balayée, ne laissant que la vérité hideuse de ses actions. « La façon dont vous avez traité ma fille, » dit Richard, sa voix une lame finale et tranchante, « me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Cela me dit que vous considérez vos employés comme remplaçables.
Cela me dit que vous considérez vos clients comme des chiffres sur une feuille de calcul. Cela me dit que vous seriez prêt à prendre n'importe quel raccourci, à trahir n'importe quel partenaire et à sacrifier n'importe quel principe pour obtenir ce que vous voulez. Un homme qui est cruel sans raison quand il pense que personne d'important ne regarde est un homme en qui je ne peux pas avoir confiance quand les enjeux sont élevés. Il prit sa serviette et la posa sur la table. Le repas était officiellement terminé. Horizon Capital n'investira pas dans le projet Dédale. Nous n'entrerons dans aucun partenariat avec Apex Innovation, ni maintenant ni à l'avenir. L'accord est annulé. Les mots, prononcés si calmement, eurent la force d'une plaque tectonique en mouvement. Des milliards d'euros de valorisation, des mois de travail, l'avenir de son entreprise, tout cela s'évapora en un instant. Ce n'était pas seulement un accord perdu. C'était une exécution publique dans la salle à manger feutrée du Moineau Doré. Le réseau de chuchotement du monde financier aurait cette histoire avant la nuit. Richard Chen ne se contentait pas d'abandonner des accords. Il y mettait le feu. Samuel Chevalier serait marqué. Veuillez transmettre mes compliments au chef, dit Richard à sa fille, ignorant l'homme brisé en face de lui. Le flétan était excellent. Il se leva, droit et digne. Il sortit son portefeuille, mais Isabelle posa une main sur son bras. C'est pour moi, papa, dit-elle doucement. Réduction pour les employés. Richard eut un sourire triste et fier. D'accord, ma chérie. Je t'attendrai dehors quand ton service sera terminé. Il lui fit un rapide câlin, se tourna et sortit du restaurant sans un seul regard en arrière pour l'homme dont il venait de paralyser l'empire. Samuel Chevalier resta assis, figé dans la banquette. Il était seul, entouré par les débris de sa propre arrogance. Le restaurant bourdonnait autour de lui, inconscient. Les gens riaient, les verres s'entrechoquaient. Mais pour lui, le monde était devenu complètement silencieux. Il avait construit sa vie sur le principe de prendre, et à la fin, un simple acte de refus de donner lui avait tout pris. Pending on long moment, Samuel resta simplement assis. La tasse d'expresso laissée par Richard Chen ressemblait à une relique d'une civilisation oubliée. Monsieur Dubois, le directeur, rôdait à proximité, sentant une perturbation dans la force, mais trop intimidé pour s'approcher. Finalement, Samuel bougea. Il se leva de la table sur des jambes chancelantes, se sentant plus vieux et plus lourd qu'il ne l'était 2 heures auparavant. Il sortit du Moineau Doré, dépassant les regards compatissants du personnel, et entra dans la dure lumière de l'après-midi. La ville qu'il voyait habituellement comme son royaume semblait maintenant étrangère et moqueuse. La tour Apex, son monument étincelant à sa propre gloire, ressemblait de loin à une pierre tombale. Il ne retourna pas au bureau. Il monta dans sa voiture avec chauffeur et dit simplement au chauffeur de conduire. Ils tournèrent dans la ville pendant des heures, un fantôme dans une machine de luxe. Alors que les conséquences de ses actes commençaient à se répercuter en cascade, son téléphone se mit à vibrer sans relâche. D'abord, ce fut Chloé, son assistante, en panique, puis son directeur financier, puis un membre du conseil d'administration. La nouvelle était déjà sortie. Un jeune analyste d'une entreprise rivale qui dînait au restaurant avait vu tout l'échange, avait fait le rapprochement et avait envoyé une alerte. Richard Chen quit Samuel Chevalier en plein repas. À la clôture du marché, l'action d'Apex Innovation avait chuté de 17%, effaçant plus de 3 milliards d'euros de la valeur de l'entreprise, de sa valeur. Mais pour la première fois de sa vie, l'argent n'était pas ce qui le consumait. C'était l'écho des mots de Richard Chen, le caractère est le seul atout, et l'image du visage d'Isabelle, sa dignité tranquille, alors qu'elle refusait de le condamner, même quand il le méritait plus que tout. Elle lui avait montré de la grâce. Son père lui avait montré la justice. Il avait passé sa vie à croire que la gentillesse était une faiblesse, une faille dans le système à exploiter. Il la voyait maintenant pour ce qu'elle était, une force qu'il n'avait jamais possédée. Sa cruauté, qu'il avait prise pour du pouvoir, se révélait n'être rien de plus qu'une insécurité profonde et pathétique. Il avait bâti un empire de verre et d'acier, mais ses fondations étaient pourries. La voiture repassa devant le Moineau Doré. C'était la fin de soirée maintenant. Sur une impulsion, Samuel dit au chauffeur de s'arrêter. Il sortit et se tint de l'autre côté de la rue, regardant la lumière chaude se déverser de ses fenêtres. Il vit Isabelle sortir, emmitouflée dans un manteau, un sac à dos sur l'épaule. Richard Chen l'attendait près d'une berline modeste. Il la serra dans ses bras, ils montèrent en voiture et partirent. Un père et une fille, leur lien visible même à distance, et Samuel ressentit une pointe de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une solitude profonde et douloureuse. Il rentra chez lui, non pas dans son pantouse stérile, mais dans le petit quartier ouvrier où il avait grandi. Il arpenta les rues qu'il s'était embattu pour fuir. Il vit les visages fatigués des gens qui terminaient des services tardifs, des gens qui avaient des emplois comme celui d'Isabelle, et pour la première fois,
il ne les vit pas comme des rouages dans une machine. Il les vit comme des personnes. Le lendemain, il n'alla pas au bureau. Il envoya un unique email à son conseil d'administration, assumant l'entière responsabilité de l'échec des négociations de partenariat. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il écrivit une lettre à la main. Ce n'était pas à Richard Chen. Il savait que ce pont était définitivement brûlé. C'était à Isabelle. Cela lui prit des heures. Il remplit une corbeille de brouillon froissé et jeté. Comment pouvait-il s'excuser pour une vision du monde? Finalement, il écrivit simplement la vérité. Il écrivit sur sa propre enfance pauvre, sur l'amertume qui avait pris racine en lui, sur la façon dont il en était venu à voir le monde comme une bataille à gagner plutôt qu'un endroit où vivre. Il ne chercha pas d'excuses. Il expliqua simplement. Il termina simplement. Vous méritiez le respect et je vous ai offert le mépris. Je n'ai aucun droit de demander votre pardon, seulement d'offrir mes excuses profondes et sincères. Votre père a dit que je manquais de caractère. Il avait raison. Merci de m'avoir montré à quoi cela ressemble. Il joignit un chèque de 10 000 €, non pas comme un pourboire, mais avec une note le désignant comme une contribution aux soins médicaux de sa mère. Il savait qu'elle pourrait ne pas l'accepter, mais il devait essayer. Il l'envoya par coursier au Moineau Doré, à l'attention d'Isabelle Rossi. 2 jours plus tard, une enveloppe arriva à son bureau. C'était sa lettre, retournée. Mais à l'intérieur, le chèque avait disparu. À sa place se trouvait le reçu original de son dîner, celui avec sa note cruelle au dos. Gribouillé sous sa propre écriture arrogante se trouvaient 4 nouveaux mots dans une écriture simple et élégante. Il n'est jamais trop tard. Samuel Chevalier fixa ces mots pendant un très long moment. L'action finirait par se redresser. Il trouverait d'autres accords. Mais il savait qu'il avait été fondamentalement changé. L'anéantissement de son accord n'était pas la fin de son histoire, mais la mort violente et nécessaire de l'homme qu'il avait été. Le chemin à parcourir était long, et la rédemption n'était pas garantie. Mais pour la première fois, il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en milliards d'euros, mais dans la petite et inestimable monnaie de la décence humaine. C'était une leçon qui lui avait coûté un empire, mais qui pourrait bien sauver son âme.